Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver en ce début de semaine. Nous sommes lundi 23 janvier, c'est l'heure de votre matinale en direct. Nous sommes ensemble pendant 1 heure et avec notre grand témoin du jour, Isabelle Delmas, psychanalyste. Bonjour, merci d'être avec nous. Et vous allez réagir à tous les sujets dont voici le sommaire. Il suffit d'1 heure de son temps pour donner un peu de son sang et sauver des vies humaines. Pourtant, les stocks de sang ne cessent de s'amenuiser, notamment dans les Alpes-Maritimes. Marc Brucker, bonjour, vous êtes en direct aujourd'hui de la Maison du Don à Cannes. Oui, bonjour Laurence et bonjour à toutes et à tous. Effectivement, vous l'avez dit, les stocks s'amenuisent à la fois dans les Alpes-Maritimes, mais on peut le dire sur l'ensemble de Provence-Alpes-Côte d'Azur et sur la Corse. Alors aujourd'hui, on attend 1000 donneurs par jour. Il n'y en a que 800 qui viennent donner leur sang. C'est dire qu'il en manque un peu à l'appel. Et puis, il faut le signaler aussi, il y a actuellement 11 jours de stock. C'est trop peu. Il faudrait arriver à 14 jours de stock dans quelques instants. La responsable du développement nous expliquera comment il faut faire. A tout de suite. A tout de suite, Marc. Malgré une législation renforcée, des campagnes de prévention, les violences subies par les femmes restent un fléau en France. Alors, comment les femmes peuvent-elles se libérer de l'emprise de leurs conjoints violents? De quels droits disposent-elles? Il y a aussi des hommes battus. Pour répondre à toutes ces questions, nous avons invité Valérie Boissé-Robert, avocat à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui vous donnera plein de bons conseils. Est-ce qu'un jour les poules auront des dents? Nous n'avons pas encore la réponse. Par contre, ce dont on est sûr, c'est que les œufs des poules en batterie n'ont plus la cote. Et c'est tant mieux fini l'élevage en batterie, en tout cas bientôt. Les poules en 2025 auront de l'espace, elles verront le ciel, elles seront contentes, les poules, et Éric de Horter qui sera avec nous aussi. Faire du quotidien une joie, éviter les découvertes, se faire des amis, choisir des cadeaux qui font toujours plaisir, tout cela grâce aux nouvelles technologies et à Fabienne Berthet qui nous les présentera dans un instant. C'est inédit dans la région, une exposition de tapisserie d'Aubusson à Aubagne, au Centre d'art des Pénitents Noirs. Valérie Smadja, vous êtes sur place au milieu de tapisseries de grands maîtres du XXe siècle et du XXIe siècle, l'occasion de nous faire découvrir un savoir-faire ancestral et de véritables œuvres d'art. Bonjour Valérie, vous êtes une œuvre d'art à vous toute seule. Oui, bonjour. Oh merci, ça c'est sympa. Et je suis devant l'œuvre, c'est l'œuvre phare de cette exposition. On en parlera tout à l'heure avec Jacques Dubois qui est le commissaire d'exposition. La tapisserie d'Aubusson, vous allez le voir, c'est entre art et artisanat, entre tradition et contemporain. Bref, plein de choses à dire sur ce métier qui est classé au patrimoine immatériel de l'humanité. Vous m'avez troublé là avec votre lancement, Laurence. Donc je ne sais plus quoi dire. On parlera beaucoup plus avec Jacques Dubois tout à l'heure. Le commissaire d'exposition. À tout de suite. Merci Valérie. Vous allez retrouver vos esprits. Surtout après avoir entendu de bonnes nouvelles météo. Voici le bulletin préparé par Joël Adjikian qui nous dit quoi? Que les pluies se sont évacuées cette nuit. C'est tant mieux. Les nuages vont également prendre moins de place, laissant quelques belles éclaircies se former. Le vent va perdre de sa vigueur, sauf dans la vallée du Rhône. Alors côté température, Gap 10 degrés ainsi qu'à Avignon, un 14 à Grasse, Marseille et Saint-Raphaël, et la maximale c'est à Toulon, 15 degrés. Demain mardi, amélioration sur l'ensemble de la région. Le soleil va pointer le bout de son nez, également en Corse, et mercredi, les conditions anticycloniques vont s'installer progressivement dans un courant de nord encore soutenu. Le ciel sera voilé par moments et les températures minimales vont rester froides et les maximales vont se rapprocher des normales de saison. Voilà pour la météo. Relativement clément, tant mieux cette semaine. Alors c'est un cri d'alarme que lance l'établissement français du sang, car les stocks de sang ne cessent de s'amenuiser, notamment dans les Alpes-Maritimes. Nous y allons tout de suite retrouver Marc Brucker. Il suffit d'1 heure de son temps seulement pour sauver des vies. Vous êtes en direct, Marc, de la Maison du Don à Cannes, et vous faites des appels aux donneurs. Oui, effectivement. Il faut donner son sang. Il faut donner son sang, c'est évident, Laurence. Et c'est pour ça que nous sommes ici, pour attirer l'attention des téléspectatrices et des téléspectateurs sur l'importance du don du sang. Car le sang permet de sauver des vies. Le sang permet finalement aussi, on veut le dire, dans certains cas d'opération, de survivre. Jeanne Pascal est à mes côtés. C'est la responsable du développement de la maison. Bonjour Jeanne. La responsable de la maison du développement du don du sang ici à Cannes. Alors, est-ce que aujourd'hui, il y a véritablement un problème plus aigu que d'habitude? Parce que c'est vrai que des appels au don du sang, on en entend régulièrement.
Oui, effectivement, on en entend régulièrement, mais il faut savoir que l'EFS au niveau national a lancé un appel urgent depuis 2 semaines en raison de la baisse de prélèvements durant la fin d'année sur l'ensemble des sites et des collectes, notamment en raison de l'épidémie de grippe qui a touché particulièrement nos donneurs. Il y a que l'épidémie de grippe qui explique ça, ou bien est-ce qu'il y a d'autres éléments, d'autres facteurs? Non, on a aussi effectivement, traditionnellement, durant les vacances scolaires, forcément une baisse de fréquentation de nos sites, puisque les donneurs, effectivement, pensent à partir durant les fêtes en famille et pensent moins à venir donner leur sang. J'allais dire, ça c'est traditionnel, ça se passe toutes les années, c'est traditionnel, mais ce qui se passe actuellement, ça touche toute la France et ça touche notamment en raison plutôt de l'épidémie de grippe, qui effectivement, j'insiste, épidémie de grippe, de gastro, qui ont touché de manière importante nos donneurs et qui du coup les ont empêchés de venir donner. Alors, qu'est-ce qu'il faut leur dire à ces gens-là? Qu'il faut qu'ils se remobilisent, qu'ils reprennent l'habitude de donner du sang s'ils l'ont un peu mis de côté, oublié. Il y a eu quand même beaucoup de dons du sang ici, il faut le signaler, à l'occasion des attentats, malheureusement, à Nice. Il y a beaucoup de gens qui ont donné leur sang, qui ont fait un effort, et puis c'est retombé un peu, peut-être. Oui, alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que quand on lance un appel, et effectivement qu'on insiste en disant aux donneurs de venir, ce qui est important, c'est de revenir, puisqu'effectivement, à la suite des attentats, beaucoup de personnes se sont mobilisées au lendemain, mais on va dire que ce sont des personnes qui ont tendance à ne pas revenir. Ils donnent sur l'instant, alors qu'il faut savoir qu'au niveau de l'EFS, ce sont une gestion des stocks permanents qui permettent en fait de pallier aux différents accidents, aux différents besoins des patients tout au long de l'année. C'est pour ça que c'est important, vraiment j'insiste, de venir donner et redonner, puisque, pour exemple, les hommes peuvent donner 6 fois dans l'année, il faut le savoir, et les femmes peuvent donner 4 fois dans l'année. Donc il ne faut pas hésiter à donner. Alors expliquez-nous quand même un peu ce qu'on peut donner, parce qu'on peut donner le plasma, les plaquettes, le sang total, comme on l'appelle, le don du sang total. Expliquez-nous un peu les différences en 2 mots. Alors, au niveau des maisons du don, donc, comme nous sommes ici, effectivement, il y a 3 types de dons qui sont réalisables. Donc le don de sang total, qui permet notamment, qui sert beaucoup en hématologie, en cancérologie, les plaquettes qui servent au niveau des leucémies, et le plasma qui permettent de soigner des grands brûlés, par exemple, ou encore de faire des médicaments pour des hémophiles, par exemple. Donc vraiment, ce sont des dons qui sont, notamment le plasma qui est trop méconnu, mais on a des gros besoins. Donc c'est important, si vous le pouvez, effectivement, de venir se renseigner dans une maison du don. Comment est-ce que la maison du sang ici à Cannes, par exemple, assure-t-elle la qualité des produits qu'elle collecte? Alors, il faut savoir que quand vous venez donner votre sang, vous avez dans tous les cas un questionnaire qui constitue un premier filtre. Ensuite, vous avez un entretien avec un médecin qui permet de valider ou non si vous pouvez donner, puisqu'il y a différentes conditions. Il faut savoir, pour donner son sang, il faut être en bonne santé. Selon les types de dons, donc sang total 18 à 70 ans, 18 à 65 ans pour le don de plasma, par exemple, ou de plaquettes. Ensuite, il ne faut surtout pas venir à jeun. Nous ne sommes pas dans un laboratoire, ici, il faut le savoir. Il faut manger, au contraire, il faut donner son manger. sang. Voilà. Si vous n'avez pas mangé, on vous fera manger dans tous les cas, mais il faut savoir. La collation, c'est après le don, quand même. Exactement. La collation, c'est à la fin. Hein. Mais dans tous les cas, pour revenir à votre question sur effectivement la qualité, dans tous les cas, après ce filtre et cet entretien, tous les dons que nous récoltons sont dans tous les cas analysés dans un laboratoire. Qu'est-ce qu'on peut découvrir finalement dans le sang? Est-ce qu'il y a des fois où effectivement on teste et puis on ne prend plus le sang? Alors par exemple, vous pouvez être anémié. Anémié, effectivement, si dans ces cas-là, on vous appelle et on vous invite à effectivement ralentir selon vos types de dons ou à revenir à une date ultérieure. On peut aussi effectivement trouver différents types d'IST. Merci. Je vous rappelle, je vous remercie Jeanne. Nous allons retrouver dans un instant un donneur qui nous expliquera pourquoi il est motivé pour donner son sang. Merci, à tout à l'heure Marc. On vous retrouve donc à Cannes au don du sang. Alors quoi de nouveau sur la condition féminine depuis que saint Augustin a affirmé au IVe siècle « Il est trop tôt pour dire que la femme a une âme ». Ça, c'était au IVe siècle, mais est-ce que les choses ont tellement évolué depuis, Isabelle? Alors déjà, ça a commencé bien avant, parce qu'on a Pythagore qui a dit, alors je lis, 5 siècles avant Jésus-Christ quand même, Il y a un principe bon qui a créé l'ordre, la lumière et l'homme, et il y a un mauvais principe qui a créé le chaos, les ténèbres et la femme. Voilà, donc 4 siècles avant Jésus-Christ quand même. Bon, les choses ont évolué petit à petit, notamment au niveau du droit. On va parler avec vous, maître. Vous êtes avocat, Valérie.
On a beaucoup reparlé de la violence conjugale suite à l'affaire Sauvage, Jacqueline Sauvage, et des violences faites aux femmes et plus largement aux violences conjugales. Isabelle, il n'y a pas que la violence physique. Non, il y a la violence psychique, morale, émotionnelle. Elle est terrible parce qu'elle est encore moins visible. Il n'y a pas de traces physiques. Tout est là d'ailleurs. Le problème, c'est de trouver des preuves. On va en parler. Mais tout de suite, je vous propose de regarder ce reportage. Parmi les violences faites aux femmes, il y a le harcèlement sexiste, surtout et notamment dans les transports en commun et dans la rue, ce qui stresse plus d'une femme sur 3, dans la mesure où, souvent, personne n'intervient. Regardez. Regards insistants, remarques déplacées sur le physique ou la tenue, attouchement, plus de 80% des femmes disent en avoir été victimes au moins une fois, sinon plus. Je sais qu'il y a des fois, il y a des gens qui s'amusent à me caresser les jambes, des trucs comme ça. Des regards, si, ça arrive souvent. 34% des femmes se sentent stressées dans les transports en commun. Résultat, elles préfèrent éviter certaines zones la nuit, une inégalité des sexes dans l'occupation de la ville. Moi personnellement, j'ai jamais vu quelque chose. Après peut-être que je suis pas du côté aussi à me rendre compte de ce qu'elles vivent, parce que moi en tant que garçon je ne peux pas forcément me rendre compte quoi. Si je vois une fille qui se fait agresser, oui bien sûr que j'irai l'aider. Je trouve ça pas normal d'ailleurs qu'on n'ait pas une fille qui se fasse agresser ou quoi que ce soit. Malheureusement, tout le monde n'est pas aussi courageux. Dans 88% des cas de harcèlement, personne autour ne réagit. Les victimes sont résignées, les témoins aveugles et les auteurs impunis. Vous pouvez demain insulter une femme sans qu'il y ait de témoins qui réagissent, 88% n'interviennent pas, sans que les femmes ne dénoncent, à peine 4,5% ne dénoncent, donc sans pression sociale, pas de contrainte. La campagne que l'on va mettre en œuvre sur le réseau ainsi que dans la ville sera aussi pour bien évidemment montrer à ceux qui font ce genre d'atteinte aux droits des femmes qu'ils peuvent risquer gros, mais aussi inciter ceux qui ne réagissent pas à prendre la parole à un moment donné et dire à la personne ça suffit. Sexisme, mais aussi racisme, homophobie ou handicap, à Bordeaux comme ailleurs, les femmes sont victimes de discrimination, toujours plus souvent que les hommes. Valérie Boissé-Robert, vous êtes avocate. Alors, est-ce qu'il y a des propos discriminatoires, condamnables, sanctionnables? Bien sûr, et j'entendais 4,5% seulement des femmes porte plainte et en fait on peut déposer une plainte bien sûr pour des injures publiques, mépris, propos discriminatoires, propos malfaisants, voilà, à partir du moment où elle porte atteinte à son honneur et à sa probité, on peut déposer plainte et surtout en public il doit y avoir des témoins, normalement il peut y avoir des témoins, donc vraiment il ne faut pas hésiter. Le problème c'est qu'apparemment il y a une très très faible proportion de personnes qui déposent plainte à la suite d'injures publiques. Déjà il faut retrouver la personne aussi, ce qui n'est pas forcément facile. Et bon, aller déposer plainte aussi, c'est une façon de ne pas accepter. Oui. Et après, il y a des sanctions? Alors après, il y a des sanctions correctionnelles, des sanctions d'amende, bien sûr, qui sont élevées jusqu'à 12 000 € d'amende. Oui. Voilà, donc on peut quand même véritablement sanctionner ce genre de comportement. Isabelle, qu'est-ce qui fait qu'on se retient de porter plainte? C'est la peur, c'est quoi? Je pense qu'il y a aussi une question d'habitude sociale, en fait. C'est-à-dire que plus on va aller porter plainte, même s'il n'y a pas d'aboutissement, mais plus ça va être dans une habitude finalement. Parce que si on le fait pas, on le fait pas parce que effectivement, comme l'a dit Valérie, comment retrouver la personne. Mais si on commence à se dire effectivement on a le droit et on va y aller même si c'est pas suivi, il va y avoir une sorte d'habitude ou d'autorisation à le faire et à un moment donné, les hommes aussi seront au courant qu'on peut le faire. Beaucoup d'hommes se diront attends, je vais pas le faire parce que ça c'est parce que parfois il y a des hommes qui vont vous dire ça va. C'est pas très grave. C'est pas très grave. C'est parce qu'elle était belle ou parce que... Oui, alors après, la frontière et tout, ça dépend évidemment comment l'individu qui reçoit ça le prend. Alors parlons maintenant de la violence faite aux femmes. L'affaire Sauvage a remis au goût du jour, si je puis dire, cette problématique. Il faut savoir que vous me disiez que les femmes possèdent 25% de masse musculaire en moins que les hommes. Elles sont moins musclées, donc elles sont moins fortes, elles sont moins grandes. Ce qui ne les autorise pas à être battus. Ça donne pas le droit aux hommes de les battre parce qu'ils sont plus forts. Voilà. Mais c'est vrai qu'on peut comprendre que c'est plus difficile de se défendre. Qu'est-ce qui fait que les femmes battues poussent rarement la porte d'un avocat, Valérie Boissé? D'abord parce qu'elles sont effrayées, je pense. Elles sont sous l'emprise. Elles ont peur, elles hésitent parce que la première chose qu'elles disent lorsqu'elles rentrent dans un cabinet d'avocat, c'est
J'ai très peur. Attention, il est terrorisant. Vous allez avoir peur vous aussi. Vous savez, il peut me tuer. Voilà. Donc elles ont peur en fait quand elles vont rentrer chez elles et qu'elles vont sortir du cabinet d'avocat et qu'ils apprennent. La première chose qu'elles me demandent, par exemple, c'est est-ce qu'il va le savoir? Quand est-ce qu'il va le savoir? Voilà, ça c'est effrayant. Alors, quels sont les droits? Alors, quels sont les droits? Il y a beaucoup de droits maintenant, parce qu'il y a eu des dispositions légales importantes qui ont été prises en 2010. Donc, véritablement, alors les 3 points essentiels, si je peux les rappeler, vraiment, c'est à partir du moment où les femmes sont violentées, il faut qu'elles prennent des photos immédiatement pour avoir des preuves, qu'elles aillent chez leur médecin pour faire constater, même s'il n'y a pas d'échymose, elles peuvent avoir une atteinte psychologique, morale, dépressive. Ensuite, elles vont au commissariat le plus proche avec ce certificat médical. Elle dépose soit une main courante, soit elle dépose plainte. Étant précisé que le commissariat, attention, parce que souvent les commissariats de police qui ont énormément de travail refusent parfois de prendre la plainte et c'est parfaitement illégal. Donc elles le sachent véritablement. Elles doivent obtenir du commissariat une plainte en bonne et due forme, prendre la copie de cette plainte et se rendre immédiatement chez un avocat, bien sûr. Ça, c'est les 3 points essentiels. Alors après, les dispositions légales proprement dites, l'apport de 2010, c'est que le juge aux affaires familiales est compétent pour rendre une ordonnance de protection. Alors une ordonnance de protection, ça veut dire qu'il va protéger la famille en difficulté. Le grand apport de 2010, c'est que ces dispositions légales sont applicables à toutes les unions, qu'elles soient légitimes ou non légitimes, et que véritablement on va vraiment empêcher la personne qui frappe de s'approcher du domicile. Et alors ce qui est vraiment l'apport aussi essentiel, c'est qu'on n'est pas obligé de rapporter totalement la preuve des faits à partir du moment où il y a une vraisemblance. C'est-à-dire où c'est à peu près vraisemblable, qu'il y a un danger qui est vraisemblable et que le magistrat considère qu'il faut protéger la famille. Voilà. Et on va organiser même matériellement, et ça c'est le grand apport, pour les femmes qui ne sont pas mariées, on va aménager matériellement, parce que bien souvent les femmes n'ont rien, elles sont financées par leurs époux ou par leurs conjoints. Eh bien on va organiser les charges du logement, qui va les prendre, qui va les régler, etc. Voilà. Donc c'est vraiment, ça c'est vraiment très important. On en reparle. Nous retournons tout de suite en Côte d'Azur retrouver Marc Brucker à propos des dons du sang qui sont trop peu nombreux, notamment depuis l'attentat du 14 juillet et des besoins accrus depuis l'épidémie de grippe de cet hiver. Marc, vous êtes aux côtés de donneurs, je crois. Oui, en fait, je me trouve effectivement dans la salle de collation. C'est la dernière étape finalement du parcours du donneur de sang, que ce soit en PACA ou dans toute la France. Bien sûr, tout se termine toujours par une petite collation pour remonter les globules rouges, c'est le cas de le dire. Et c'est ici que ça se passe. Et je me dirige maintenant vers Philippe Mira Marquez. Bonjour. Bonjour. Alors Philippe, vous êtes un donneur fidèle, vous êtes un donneur, vous faites partie des donneurs gold, on va dire. Vous êtes un gros donneur et vous avez toujours envie de donner. Donc vous appréciez beaucoup vos services ici à Cannes. Bon, je trouve qu'il n'y a rien d'anormal à ça, parce que le don, c'est quelque chose qui vient de soi, c'est humain, c'est solidaire, et je trouve que c'est valorisant. On voit autour de nous des gens qui en ont tellement besoin, vous avez des accidentés, des malades, des imprévus. Alors quand on a une condition physique, une santé qui permet de donner, bon, moi j'estime qu'il est indispensable de continuer de garder ces réserves données pour tous ces gens qui en ont besoin. Alors là, vous venez de donner comme vous le faites habituellement et vous n'avez même pas commencé d'ailleurs votre collation. Oui, mais la collation, c'est un élément important, vous appréciez, vous l'utilisez, vous rechargez vos batteries parce que vous êtes sportif, mais quand même, ça donne une petite baisse de tension, non, quand même, lorsqu'on a donné son sang? Non, je ne vais pas me plaindre d'effets secondaires, mais arriver parfois d'être un petit peu fatigué en fin de journée, légère fatigue, mais lorsque je fais une séance d'un petit entraînement de sport, je suis davantage fatigué. Alors vous avez entendu aussi, parce que ça vous sensibilise, il y a effectivement 1000 donneurs qui sont attendus chaque jour en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Corse, il n'y en a que 800 qui donnent, et il n'y a que 11 jours finalement de réserve de sang, c'est peu, il en faudrait 14. Comment peut-on faire, vous qui êtes donneur et qui avez un peu cette expérience avec le personnel ici de la Maison du Don, pour améliorer la situation? Eh bien, c'est que chacun se déplace, chacun fasse un effort, qu'il vienne tester son cas, voir ce qu'il peut donner. Parce que lorsque je viens donner, j'ai 3 possibilités. Le plasma, les plaquettes ou le sang total. Le médecin à l'entretien, je me fie à lui, je dis, de quoi avez-vous besoin? Je suis là pour vous donner.
Donc je pense que chacun peut faire la même tout, chose. Hein, vous donnez plasma, je peux donner plaquettes. Tout. Ils me disent, bon, nous avons besoin de plaquettes. Comme parfois, ils m'appellent, soit un coup de fil quand je suis dans mes délais, parce qu'il y a des délais. Quand je suis dans le délai de donation, il m'arrive de recevoir des appels. Monsieur Mira, est-ce que vous pouvez venir donner? On vous appelle, on vous écrit même. Hein? Oui, non, ils m'écrivent, c'est d'autres cas, c'est lorsqu'il y a un quelconque changement à mon niveau sanguin, à ce moment-là, je suis averti. J'ai eu un avertissement, par exemple, de bonne qualité, parce que j'ai reçu un rappel de tétanos. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, très honnêtement, pour améliorer aussi ce don du sang? Faire en sorte qu'il y ait plus de gens. C'est 1h30, grosso modo, de mobilisation physique pour donner son sang. Et vous avez des idées? Mes idées, il faut davantage de connaissances. Il faut que les entreprises jouent davantage le jeu, qui libèrent, parce que c'est bien d'être retraité, d'être étudiant, avoir du temps, mais celui qui travaille, est-ce qu'il est aussi disponible? Donc ces gens-là sont une grande base qui finalement ne peut pas donner, même s'il a envie, parce qu'il n'a pas la possibilité. Que pensez-vous de l'accueil ici? On parle de maison du don du sang, vous vous sentez bien accueilli? Ah oui, tout à fait. Je viens ici régulièrement et ça va quand même créer des liens un peu plus particuliers avec l'équipe. C'est parfait. Pourquoi vous êtes généreux? Pourquoi vous donnez votre sang? Quelle est votre motivation profonde? Allez. Je ne vois rien d'anormal. C'est naturel? C'est naturel, c'est solidaire. De sang, n'importe qui d'entre nous peut en avoir besoin demain. Il y a des moments où dans la vie, vous avez vu des choses qui se passaient autour de vous et vous vous êtes dit « j'ai bien fait de donner mon sang ». Oui, effectivement. Les événements derniers sont un exemple frappant. Là, vous avez eu le sentiment que c'était effectivement absolument urgent. Oui, absolument urgent. Eh bien, écoutez, Philippe Émile Marquez, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes donc donneur de sang fidèle ici, à la Maison du don du sang de Cannes, et qu'il faut donner son sang pour améliorer les scores, finalement, de réception du sang. Voilà. Merci beaucoup à vous. Donc j'espère que l'appel sera entendu, qu'il y aura de nombreux donneurs. Merci à l'équipe qui assurait sur place ce duplex, à Michel Rouleau et Patrice Hubert. Nous poursuivons le dossier des femmes battues. On a beaucoup parlé dernièrement de l'affaire Jacqueline Sauvage, qui a tué son mari après avoir subi pendant des années des violences conjugales et qui a été graciée par le président de la République, vous le savez. Rappel des faits, puis on en reparle après. Tout commence ici, à la Selle-sur-le-Biais. Le 10 septembre 2012, au domicile familial, 3 coups de feu retentissent. Jacqueline Sauvage vient de tirer sur son mari Norbert Moreau, 65 ans, qui s'écroule sur la terrasse du pavillon. Un drame qui intervient dans un climat de violence inouïe. Depuis 47 ans, Jacqueline Sauvage est régulièrement frappée et humiliée. L'enquête révélera que le mari violent abusait également de ses filles. Mise en examen pour meurtre, Jacqueline Sauvage sera condamnée le 28 octobre 2014 à 10 ans de réclusion criminelle. Elle est écrouée sur le champ. Elle décide de faire appel, mais rien ne change pour elle. Sa peine de 10 ans est confirmée par la cour d'assises de Blois le 3 décembre 2015. C'est l'incompréhension et la colère, notamment pour sa fille. J'ai retenu une date, j'ai retenu le 28 janvier 2017. J'espère que ce jour-là, on nous donnera notre mère pour de bon et qu'on nous foute la paix. C'est tout ce que j'ai à dire. Quelques jours plus tard, le 31 janvier 2016, le chef de l'État entre en scène et accorde à Jacqueline Sauvage une grâce partielle. Geste qui lui permet d'effectuer une demande de remise en liberté. La demande est rejetée le 12 août 2016. Pétitions et manifestations d'indignation se succèdent alors. Dernier acte de cette affaire et il est politique. François Hollande prend la décision de gracier Jacqueline Sauvage. Depuis hier soir, elle est libre. Valérie Boisset, vous êtes avocat. Qu'est-ce que vous pensez de la décision du président ? Je pense que c'est une bonne décision. C'est une bonne décision. Elle est graciée. Parce que vous êtes une femme ? Peut-être parce que je suis une femme et parce que je pense que ça va peut-être avoir réveillé les consciences humaines qui vont s'interpeller quand même sur le geste désespéré d'une femme. Même si bien évidemment on n'a pas le droit de tuer, bien sûr tout le monde le sait, mais ça veut dire que cette femme a mis 41 ans quand même. Donc ça veut dire 41 ans de souffrance accumulée pour en arriver là. Donc il faut vraiment que les consciences se réveillent. Tout à fait. Alors qu'en pense la psychanalyste? Qu'est-ce qui pousse les hommes à battre leurs femmes? Est-ce que c'est un profil psychologique particulier, Isabelle? Alors il y en a deux principalement. Évidemment on ne peut pas faire quelque chose de très détaillé, mais principalement il y a celui qui, quand on est marié, qu'on vit avec un pervers narcissique qui a un pouvoir absolu sur la femme qui devient son objet. Hein. Et puis il y a les êtres, alors ça peut être aussi des femmes, on l'a vu tout à l'heure, qui battaient leur mari, des gens qui ont des accès de violence qui les envahissent soudainement, mais qui, eux, à la différence des pervers narcissiques, ont vraiment
une envie de ne plus être dans cette violence et qui vont venir consulter en disant j'ai des accès de violence, je me trouve prisonnier d'une bulle de violence dont je ne peux sortir, aidez-moi à m'en sortir. Alors que le pervers narcissique, on n'en voit jamais au cabinet. C'est vrai. Non. Donc ils sont irrécupérables, si je puis dire. Je ne sais pas s'ils sont irrécupérables, mais en tout cas, ils ne veulent pas se récupérer. Ils n'ont pas l'impression d'être en tort, puisqu'avec eux, c'est toujours la femme qui a tort. Ouais. D'accord. Et on les ré Bien justement, qu'il y a des signes c'est ça le signe. C'est le violent qui a un accès de violence, il va faire un mea culpa sincère et faire des démarches pour s'en sortir, alors que le pervers narcissique va avoir un mea culpa qui n'est pas sincère. Il va dire excuse-moi, je ne recommencerai plus, mais en même temps c'est ta faute. Il culpabilise en plus sa victime. Je veux bien dire que j'aurais pas dû le faire, mais tu m'as rendu responsable de cette violence et il fera pas la démarche. Valérie Boissé, est-ce qu'il y a des consultations gratuites? Vraiment, il y a des pôles de solidarité dans beaucoup de mairies, il y a des consultations gratuites, et dans tous les tribunaux, il y a des consultations gratuites qui sont organisées. Donc vraiment, il faut que les femmes prennent l'habitude, dès que leur mari a un comportement, j'allais dire, même avant d'être violent, un peu anormal, des prémices avec certains comportements d'enfermement, certains comportements de répression, d'isolement, plus d'amis, plus de famille, les empêcher. Voilà, là il faut qu'elles commencent de consulter parce que c'est vraiment en consultant et en parlant, même à des amis qui vont leur dire d'aller consulter. Voilà, il faut en parler. Il faut qu'elles arrêtent d'être dans le silence parce que c'est ça. C'est complètement ça. J'approuve à 100%. Parce que plus elles sont dans le silence, plus elles s'enferment et plus elles acceptent. Et il y a un numéro que voici, 39 19. C'est anonyme et c'est gratuit. Violence aux femmes battues. Merci beaucoup. Tout de suite, nous allons parler de quelque chose de totalement différent. Je ne sais pas si vous mangez beaucoup d'œufs, toutes les deux. En tout cas, il y en a beaucoup qu'il ne faut pas manger parce que ce sont les œufs élevés en batterie. Alors, enfin, l'œuf a fini par libérer la poule. Une association que vous connaissez, l'association L214. Parmi ses porte-paroles, il y a une écrivain, Ingrid Desjours, qui décrit les conditions d'élevage des poules en batterie dans des conditions atroces. Attention, âme sensible, regardez, et on en parle avec Éric de Horter juste après. Je suis Ingrid Desjours, je suis écrivain. Je vous parle au nom de l'association L214. En France, environ 7 poules sur 10 sont élevées dans des cages en batterie d'élevage industriel. Dans le département de l'Ain, un de ces élevages particulièrement attirait l'attention de L214. Il s'agit du GAEC du Gras. 200 000 poules pondeuses y sont enfermées en permanence. À l'intérieur, les cages s'empilent à perte de vue. Les poules y sont enfermées pour leur vie entière. Jamais elles ne verront la lumière du jour. Leur espace de vie est extrêmement réduit, une dizaine de poules par cage, à peu près l'équivalent d'une feuille A4 par poule. Hormis les barres métalliques en guise de perchoir, le sol des cages est grillagé et incliné pour que les œufs roulent à l'avant des cages. Ce grillage est une source de douleur et d'inconfort permanent pour les poules. Ces oiseaux sont privés de nombreux comportements essentiels, comme gratter le sol, prendre des bains de poussière, s'occuper de leurs petits. Pour éviter le cannibalisme à l'intérieur de ces cages surpeuplées, une partie du bec des poules a été amputée sans anesthésie quand elles n'étaient encore que des poussins. Situation aggravante, au GAEC du Pérat, les conditions sanitaires sont déplorables. Les poules, ainsi que les œufs, mais aussi les employés qui y travaillent sont infestés de poux. Les asticots prolifèrent sous les cages. Les mouches envahissent régulièrement le voisinage. Les poules, les asticots, c'est horrible. Isabelle se détournait. Oui, je comprends, c'est vrai que c'est pas drôle. En tout cas, voilà, c'est encore une violence faite aux êtres humains. Voilà, on parlait des femmes, maintenant les poules. La femme est un objet, quand elle est victime, elle est considérée comme un objet. Et là, on est encore, c'est un être vivant, il est doué de sensibilité, et encore, on le prend pour un objet. Il faut arrêter, quoi. Il y a Sacha Guitry qui avait fait, il y a un truc. Oui, Sacha Guitry qui a dit « Ah, les femmes, ces animaux qui n'ont ni queue ni tête ». Voilà, c'était l'introduction aux poules en batterie. Bon, j'espère, Isabelle, que vous n'avez jamais été complice de ce genre d'élevage et que vous avez toujours bien fait attention aux œufs que vous achetez. Tout à fait. Alors on rappelle qu'il y a 3 catégories d'œufs. On voit à chaque fois, il suffit d'ouvrir la boîte ou de regarder sur l'œuf, il y a toujours un code. Si c'est 0, ce sont des œufs bio. Là, évidemment, il n'y a aucun problème. On est dans une agriculture durable. 1, ça veut dire que ce sont des
des poules qui sont élevées au sol et qui ont la possibilité de sortir en plein air. Donc ça, c'est pas mal. 2, elles sont élevées dans un hangar, elles n'en sortent jamais. Elles ne voient pas le jour. Voilà, et elles ont une concentration. Alors, la norme, c'est elles ont un cercle de 38 cm. Alors, les choses ont évolué. Elles ont un tout petit peu plus. Elles vont avoir un peu plus de place. Disons en 2025. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a plusieurs distributeurs, supermarchés, où il y a également des sociétés de restauration collective. Parce que ça, c'est important, parce qu'en restauration collective, évidemment, vous avez du mal à contrôler d'où viennent les aliments que vous consommez. Qui ont annoncé qu'ils allaient carrément ne plus utiliser d'œufs produits par les élevages en batterie. Voilà. Alors, il faut savoir qu'en France, la France est le premier producteur européen d'œufs. Plus de 14 milliards, oui. Voilà, regardez ce sujet. Eux provenant de poules élevées au sol, en plein air ou bio, chez Monop, pour la batterie, on dit stop et ça fait du bruit. On a affirmé qu'on était brouillé avec les œufs de poules élevés en cage et qu'on mettrait les poules en cage quand elles auraient des dents. En cause, les conditions d'élevage. Dans ce bâtiment, 45 000 poules dans des cages bourrées comme un œuf à 2 jaunes et pourtant bien plus à l'aise qu'avant 2012. On a des espaces qui sont beaucoup plus grands, de 4 à 5 mètres carrés, où les poules disposent de perchoirs, de nids et elles peuvent circuler, quoi. Pour la filière qui, assez étonnamment, fédère tous les types de production, la décision de l'enseigne serait moins une question d'éthique que de contrainte. Moi, je crois que Monoprix veut s'acheter la paix avec les associations véganes. Ces associations qui prétendent défendre le bien-être des animaux, mais en fait qui militent pour la non-consommation des produits animaux. Alors ils s'achètent une paix comme ça avec ces associations, et ça se fait sur le dos de la filière. On voit dans les sondages que c'est des préoccupations croissantes. On a vu là récemment ces affaires dans les abattoirs, à quel point ça remuait l'opinion publique qui était très scandalisée. Et puis on a vu le gouvernement aussi s'emparer du sujet. En quelques années, la consommation d'œufs dits alternatifs est passée de 10 à 30%. Sur les boîtes, ils sont numérotés 0, 1, 2 et 3. Partez, 3, c'est tout ce qui est produit en cage aménagée et que Monoprix ne veut plus ménager. C'est bien dit. 3, partez. Ça y est, enfin, Eric, l'industrie alimentaire se détourne des œufs élevés en batterie. C'est une très bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. La très bonne nouvelle, c'est que finalement, ça n'est pas dû à une évolution réglementaire suite au groupe de pression qui, à Bruxelles, par exemple, essaye régulièrement de faire avancer la cause animale. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils se rendent compte qu'il y a une tendance de fond profonde chez le consommateur et que si, comme il faut, évidemment, vous imaginez bien que ça a une inertie par rapport à la production de 14 milliards d'œufs, s'il faut, puisque là, on est à 68% d'œufs élevés en batterie, si on veut changer, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais ça veut dire que les industriels ont pris conscience que grâce aux consommateurs, eux, ils pensent peut-être à cause du consommateur, le marché évolue, que c'est une tendance de fond. Moi, j'essaie à chaque fois de vous dire, allez vers une agriculture durable, essayez de manger mieux, mais en même temps, surtout, la base de l'agriculture biologique, c'est quand même d'essayer de ne pas pourrir l'environnement plus qu'il ne l'est déjà. Et bon, donc, souvent, on ne passe pas à l'action. Là, il se trouve que les images chocs qu'on a vues font que là, ça fait réagir. Parce que si je vous dis, oui, il y a des particules, il y a tant de milliers de morts du cancer par an, ces milliers de morts, vous ne les voyez pas. Alors que là, vous avez vu les animaux et du coup, ça provoque une réaction chez le consommateur. C'est très efficace. Voilà. Alors, il faut espérer que c'est le début d'une prise de conscience vraiment de fond, c'est pas un effet de mode, et que à terme, petit à petit, les consommateurs vont s'orienter de plus en plus vers des produits issus d'une agriculture durable. Oui, tout à fait. En plus, le groupe Mousquetaires, je peux les citer parce qu'il y en a plusieurs, s'engage comme Carrefour, Monoprix et d'autres encore, Lidl, à ne plus vendre d'œufs de poules élevés en cage. Donc il y a quand même, la première chose à dire, c'est aux consommateurs, faites attention. Prenez plutôt des œufs bio, même s'ils vous semblent plus chers. En fait, comme disait Jean-Pierre Coff, quand on vous vend de la merde, de toute façon, c'est trop cher. Donc, si on vous vend un œuf pas cher, mais qu'au niveau nutritif, il n'y a pas grand-chose, parce que ça va très loin. Même quand vous avez un œuf bio, selon si la poule a été nourrie, par exemple, avec des graines de lin,
eh bien du coup, l'œuf sera riche en oméga 3. Et c'est encore mieux. Mais comment le savoir? Parce qu'il y a bio et bio. Eh bien, faut acheter le plus cher. Non, je vous ai toujours dit, favoriser les circuits courts. On est dans une région où on a des AMAP, des paniers, où on a le lien direct avec les producteurs. On peut poser la question aux producteurs. Et sur les marchés où il y a parfois de la fraude, eh bien maintenant, vous prenez votre œuf. Quand on vous dit, ah oui, c'est mon œuf, vous le prenez. S'il y a marqué 3, vous savez, vous le reposez, vous ne l'achetez pas. Voilà, ça c'est clair. Merci beaucoup pour cet éclairage. Bien maintenant, nous allons aller du côté d'Aubagne, voir ces gigantesques et magnifiques tapisseries d'Aubusson, qui ont plus de 5 siècles. C'est au centre des Pénitents Noirs. C'est là que nous retrouvons Valérie Smadja, au milieu d'œuvres exceptionnelles qui sont exposées. Alors il y a Prague, Vasarely, des œuvres d'art, je vous le disais tout à l'heure. Et tout de suite, on regarde d'abord le sujet, avant de retrouver Valérie, un sujet de Jérémy Assas. Grâce à quelques peintres contemporains, l'exposition vient célébrer le renouveau de la tapisserie d'Aubusson. Ils ne considèrent pas la tapisserie comme une technique limitée, etc. Et donc peu importe en fait le médium qu'ils puissent utiliser, du moment que ça va servir leur création. Parmi les peintres amoureux d'Aubusson, Marc Petit. Il a signé pas moins de 650 tapisseries. Gleb, cet artiste juif, persécuté, déporté pendant la Seconde Guerre mondiale, le blanc est sa couleur. Ici, vous avez les franges qui représentent le châle de prière, le talet des Juifs pour la prière. Ensuite, là, il vient les barreaux, son internement, qui a été à Drancy. Et ici, ça représente l'arche de Noé, mais c'est surtout c'est l'ouverture que vous avez là, qui représente la fuite, quoi. Œuvre unique, des gestes répétés depuis 5 siècles, toujours modernes. Fil de soie d'araignée, brin d'acier incorporé à la laine, les artistes contemporains n'ont plus de limites. Un artisanat devenu œuvre d'art. Depuis 2009, les tapisseries d'Aubusson font partie du patrimoine immatériel de l'humanité. C'est somptueux, je rectifie, c'est Jérémy Essas qui a réalisé ce très joli reportage. Et c'est Valérie Smadja, je l'ai bien dit, que nous retrouvons au centre des Pénitents, à Aubagne, au milieu de ces tapisseries d'Aubusson. Oui, et avec Jacques Dubois, qui est donc le commissaire d'exposition. Bonjour Jacques, qui va nous expliquer en fait un peu comment ça fonctionne, les coulisses de la tapisserie, de la fabrication d'une tapisserie. Donc on n'est pas ici par hasard dans ce petit coin de l'exposition. C'est parce qu'ici, regardez, on est entre le dessin et la tapisserie. Jacques, comment ça se passe? C'est la Genèse. La Genèse, voilà, on est toujours dans l'Ancien Testament. Exactement. Donc la tapisserie commence par un dessin. Ce dessin, toujours commence par un dessin. Un dessin fait par un artiste. Par un artiste, il se fait que Marc Petit est à la fois peintre et cartonnier, c'est-à-dire que lui fait ses cartons. D'accord, parce que tout, on va le voir tout à l'heure, mais tout est fait à partir de carton. Donc il y a le dessin, ça part d'une commande ou c'est... Une commande ou bien une volonté du peintre qui trouve un lissier pour lui faire... Et à partir du dessin, on obtient... On obtient cette tapisserie. Un fini, qui est fait par un lissier. Là, c'est Monsieur Battu qui a fait cette tapisserie. Et qui doit, venez avec moi, on va aller voir là-bas, qui doit être exactement fidèle à la volonté de l'artiste. Et là, on voit, tout à l'heure, vous disiez que Marc Petit, qui est l'artiste qui est représenté le plus ici, est cartonnier. Oui. C'est parce que là, on a le carton. C'est ce qu'on appelle le carton. Le carton, c'est la reproduction de la tapisserie à la dimension de la tapisserie. Là, vous avez la dimension qui est là, 177, 140. C'est la dimension de la tapisserie. Et on voit des annotations très légères, blancs. Exactement, qui sont faites donc par Marc Petit pour indiquer au lissier, au tapissier de faire comment procéder à faire cette tapisserie. Donc derrière vous, on a le résultat. Alors non, le résultat de ce carton, ah oui, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Qui est là-bas. Celui-là, c'est quoi? Et celui-ci, c'est une interprétation. C'est qu'a fait M. Battu, qui est le lissier, en connivence avec Marc Petit, qui l'a laissé interpréter sa tapisserie par ce lissier. Et vous me disiez tout à l'heure qu'on utilisait des fils d'araignée? Exactement. Dans cette tapisserie, vous avez ici des fils métalliques. Il a voulu faire montrer. Moi, j'ai l'impression qu'il a voulu montrer ce qu'il sait faire. D'accord. Oh, ce qui est pas mal pour nous. C'est très bien. Et en plus de ça, vous avez ici des fils de soie d'araignée. Des fils de soie d'araignée qui viennent d'où?
d'Inde. D'accord. C'est quoi leurs caractéristiques à ces fils de soie d'araignée? Elles font des cocons, c'est comme un cocon de soie, et c'est d'une très grande solidité, excessivement solidité, puisqu'on dit qu'elles ont presque la solidité du Kevlar. C'est excessivement solide, et puis bon, c'est un peu anecdotique aussi, hein. Ranger des fils d'araignée dans une tapisserie. Alors ça, c'est l'interprétation du lycée d'après une œuvre de l'artiste. Alors avant de continuer, je vous propose de regarder un petit cadeau. Ce petit sujet est donné par Lina, un sujet qui date de 1943. Regardez. À Zurich, 5 siècles de tapisserie d'Aubusson, tel est le titre d'une remarquable exposition officielle que le secrétariat général des Beaux-Arts a pu organiser grâce aux prêts de nombreux musées et églises de France. Voici une tapisserie du XVIIe siècle, le baptême du Christ. De la même époque, l'histoire d'Ulysse d'après un carton de Simon Vouette. Pièces uniques que l'État avait pu réunir malgré les événements afin de poursuivre la mission artistique française à l'étranger. Petite rupture de vaisseau. On a une toute petite rupture, mais ça va revenir. Je ne sais pas, on me dit, on était à Aubagne pour parler de ces tapisseries d'Aubusson, une exposition inédite jusqu'au 15 avril, toute l'histoire des tapisseries. Est-ce que Valérie Smadja c'est encore un petit peu bloqué? Alors, nous allons parler de tout ce qui va nous simplifier la vie. Fabienne Berthet, vous êtes avec nous et vous chassez le plus souvent possible ce qui peut nous aider dans notre quotidien. Et aujourd'hui, faire du quotidien une joie, c'est possible. Se faire des amis, éviter des découvertes, choisir des cadeaux qui font plaisir. 4 applications, en plus, qui vont sur tous les téléphones. On commence par la première, c'est quoi? Linkso. Oui, parce qu'aujourd'hui, on sait que la technologie, ça peut faciliter le quotidien et c'est assez simple. Alors, à partir du moment où vous avez un téléphone, quelle que soit la marque, vous pouvez télécharger une application et qui va vous aider. Donc la première dont je voulais vous parler, c'est Linkso. C'est une start-up aixoise qui a été créée en 2010. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir avoir une vision d'ensemble de ses comptes bancaires. Donc, c'est-à-dire que sur l'application, on télécharge tous ses comptes et ça permet de catégoriser ses dépenses, de voir ce qu'on dépense, de voir ce qu'on épargne. En fait, d'avoir une vision sur 30 jours. Une espèce de veille sur tous ses comptes. C'est une espèce de veille, ça permet d'éviter comme le ferait notre banquier découvertes. s'il le faisait bien. Voilà. C'est pas tout le monde. C'est ce qui est dit. Ça ne met pas d'argent sur son compte si on n'en a pas, mais ça permet d'anticiper, de planifier et d'être prudent. Alors, il y a des services qui sont gratuits, d'autres qui sont payants, mais ne serait-ce que la version gratuite est déjà très performante et permet vraiment d'avoir une vision d'ensemble. La vie, d'éviter les gros découverts, Isabelle. Ça remplace le petit carnet de comptes de nos grands-mères, en fait. Quand elles notaient tout. Si ça remplace, mais ça aide, c'est dans sa poche, c'est facile. Ricochet. Alors Ricochet, c'est pour se faire de nouveaux amis. Vraiment. C'est pas facile de se faire des amis, pourtant. Sauf les faux amis. Bon, alors dites-nous. Souvent sur les réseaux sociaux, on a beaucoup d'amis, on les connaît pas tous. Ricochet, c'est une idée qui dit on va se faire des amis et on va faire des choses avec ses amis dans la vraie vie. Donc l'idée, c'est de télécharger l'application, de renseigner son profil en disant ce qu'on aime faire, ses activités, ses passions. On encourage ses amis à en faire autant et quand il y a un événement qui nous intéresse, alors ça peut être faire du yoga, du modélisme et aller au musée, c'est très très varié. On organise un événement et on invite ses amis à aller avec soi. Parce qu'on a quelque chose en commun. Oui, puis alors ça, ce qui est bon, quand vous dites on a des amis sur Facebook, c'est des faux amis, bien sûr, c'est virtuel. Tandis que là, c'est oui, bien sûr, la plupart, mais là, on est vraiment dans le partage. C'est ça qui est vachement sympa. On partage, on a un retour au partage, quoi. Je trouve que c'est pas mal psychologiquement parlant. Ricochet. Et puis l'idée, c'est qu'on invite donc ses amis, mais aussi les amis de ses amis. Et en fait, on élargit son réseau en faisant des choses qu'on aime faire. Donc c'est beaucoup plus confortable, fluide, facile. Vous avez essayé? Mais bien sûr. Ça marche très bien. C'est vrai, vous avez plein d'amis maintenant? Plein. Goalmap, qu'est-ce que c'est? Alors Goalmap, c'est l'idée qu'on va atteindre nos objectifs. Donc c'est comme avoir un coach dans sa poche, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc il y a 90% des gens qui en début d'année se fixent des bonnes résolutions, mais à peu près autant qui les abandonnent rapidement. Donc Goalmap, c'est une start-up marseillaise qui s'est dit on va aider les gens à atteindre leurs objectifs. Alors ça peut être tous les objectifs, faire du sport, trouver un emploi, méditer. Il y en a un qui est boire de l'eau, ça arrive très fréquemment. On voit jamais assez d'eau. On rentre ces objectifs dans l'application,
qui est elle aussi gratuite. Bon. Et on a son coach qui, avec des notifications, va vous inciter à aller faire du sport si c'est ce que vous avez décidé, à méditer si c'est votre choix. Alors, puis c'est très bien fait parce qu'on a des rappels avec des articles de journaux, on a des petites phrases. Enfin, c'est à la fois dynamique, drôle, et ça, je trouve que ça marche pas mal. Bon, le dernier, I Want It, c'est quoi? Alors, I Want It, c'est la wishlist idéale. On a tous, je pense, reçu des cadeaux pas adaptés, qui nous plaisaient pas à Noël, mais pour d'autres fêtes. Des cadeaux moches qu'on revend qu'on revend ou qu'on jette, qui servent à rien en fait. Ouais. Donc, c'est du gaspillage. I Want It, c'est une start-up marseillaise qui a été créée pour justement permettre à chacun de dire ce qu'il aime. Voilà, faire sa petite liste. Il fait sa petite liste. Alors le but, là encore, c'est qu'il y ait le maximum d'utilisateurs. Oui, parce que sinon ça fonctionne en réseau, évidemment. Et puis ça évite le gaspillage. Ça évite le gaspillage. Et puis ça permet aussi à chacun de mieux connaître les gens, parce que quand on voit ce qu'ils souhaitent, on arrive à mieux appréhender. Dis-moi ce que tu aimes et je te dis qui tu es. Ah oui, bien sûr. On avait fait une chronique là-dessus, le côté psychologique du cadeau, effectivement. Alors là, c'est l'inverse. C'est je te dis ce que j'aime pour que tu puisses m'offrir ce que j'aime. Moi, je préférerais qu'on prenne le temps de s'interroger sur la personne à qui on va offrir quelque chose. Et on se dit, bon voilà, qu'est-ce qu'elle aime, j'ai bien écouté ce qu'elle va dire, plutôt que de... effectivement, avoir une certaine facilité, mais c'est une très bonne idée. Hein. Mais c'est vrai c'est une bonne idée, ça marche très bien parce qu'ils ont fait une levée de fonds. C'est une start-up qui est en pleine croissance, donc je pense que c'est à suivre. Beaucoup. Voilà. Nous repartons à Aubagne pour notre plus grand plaisir, découvrir les tapisseries d'Aubusson avec Valérie Smadja, qui n'est plus figée. Elle est là. Non, ça y est, cette matinée est pleine de rebondissements, on s'éclate. Donc là, je suis avec Coralie qui dirige le centre d'art des Pénitents Noirs à Aubagne. Et là, avec cette œuvre qui est juste derrière vous, on voit bien que la tapisserie d'Aubusson n'a plus ce petit côté poussiéreux qu'on pouvait peut-être lui donner auparavant. On est dans le contemporain. Ah oui, tout à fait. C'est exactement ça, et c'est ce qu'on a bien voulu montrer sur Aubagne, de faire découvrir tout l'aspect contemporain de la tapisserie. Quelle est cette tapisserie justement faite par des architectes, pensée par des architectes, c'est ça? Oui, la Cité internationale de la tapisserie, depuis 2010, lance des appels à création pour les artistes sur des thématiques. Et là, Vincent Béchaud et Marie-Laure Bourgeois ont répondu, ont été lauréats en 2012 et nous donnent à voir une œuvre monumentale et exceptionnelle. Ce sont des écritures, hein. Ce sont des écritures. Ce sont des écritures, exactement. Du monde entier. Tout à fait, du monde entier. Donc sur ce système de porte, en fait, toute la notion de guerre, de paix et aussi de passage de frontières qui est abordée. Très intéressant. Pour la première fois, on voit l'arrière d'une tapisserie. C'est la coulisse de la tapisserie, elle est là. Voilà, on voit le dos de la tapisserie puisque cette œuvre fait appel aux trois dimensions de la tapisserie, c'est-à-dire le tapis, évidemment la tapisserie murale verticale, et puis aussi la tapisserie d'ameublement avec le système de portière. Ceci dit, il a fallu que les lissiers fassent preuve d'ingéniosité, et c'est là aussi où bien l'art contemporain est un vrai travail. Un travail de partenariat entre les techniciens, les lissiers et puis les artistes complètement indispensable, et ils ont dû en effet innover et trouver un système pour que le dos de la tapisserie soit esthétique. Alors là, nous arrivons dans la salle dédiée à Marc Petit. Marc Petit. Alors Marc Petit, le présenter, qui est un cartonnier donc, artiste. Ce peintre cartonnier est important dans cette exposition parce qu'il est le témoin du renouveau de la tapisserie entre le XXe et le XXIe siècle. Donc là, qu'est-ce que vous avez voulu montrer, vous, en acceptant cette exposition, en choisissant d'exposer les tapisseries d'Aubusson, ici, au Centre des Pénitents Noirs? Voilà, le Centre d'art a défini au fur et à mesure cette ligne artistique, d'essayer d'innover, de montrer des œuvres, des techniques, des disciplines particulières, un petit peu originales, des couleurs plus vivantes. Quelle est l'évolution de la tapisserie finalement? Alors l'évolution de la tapisserie, c'est plutôt sur les sujets, la dimension, la façon de tisser, et puis aussi en effet d'arriver à avoir que ça corresponde à un contexte actuel, et c'est pour ça que sur cette exposition il n'y a pas de pièces anciennes. Parfait. Merci beaucoup Coralie. Donc une exposition à voir jusqu'au 15 avril, c'est bien ça. Donc au Centre d'art des Pénitents Noirs à Aubagne. Merci.
À ne pas manquer. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Valérie Smadja. Donc on a retenu jusqu'au 15 avril au centre des pénitents noirs la tenture qui au départ au Moyen-Âge était une tenture murale et puis c'est devenu une œuvre à part entière. Voilà, très belle exposition. C'est l'heure de l'info. Les titres qui seront développés dans le journal de Côte d'Azur, eh bien, c'est avec Jean-Bernard Vitiello. Bonjour Jean-Bernard. Bonjour Laurence, dans nos éditions du 12-13 et du 19-20, nous irons au collège Bellevue sur la commune de Beausoleil dans les Alpes-Maritimes. Certains enseignants ont décidé de protester ce matin contre la possible fermeture de 3 classes à la rentrée 2017. Selon eux, les élèves seront répartis dans les classes restantes qui deviendront en sureffectif. Le rectorat, de son côté, estime que la décision de fermeture n'est pas certaine. Dans un autre établissement scolaire, au collège des Mûriers à Cannes, nous verrons comment les élèves et les professeurs préparent un voyage de la mémoire à Auschwitz, où tant d'hommes et de femmes ont été déportés pendant la dernière guerre mondiale. Ce voyage est d'ailleurs le thème de notre série de la semaine, donc dans tous nos journaux. Enfin, nous reviendrons sur la victoire de Monaco hier en championnat de Ligue 1 de foot. Monaco, seul leader au classement, avec 2 points d'avance sur Nice et Paris Saint-Germain. Grâce à son match hier contre Lorient, match gagné 4-0. Voilà pour les titres, Laurence. Merci, bonne journée à vous Jean-Bernard Vitiello. Et puis en Provence, eh bien, c'est Noémie Dahan qui nous présente les titres qui seront développés à midi. Et on commence par quoi, Noémie? Par de la politique, la primaire socialiste. Évidemment. On reviendra sur ce dimanche de vote dans la région. Faible participation à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône. À titre d'exemple, ces chiffres, ils étaient près de 24 000 en 2011 à s'être déplacés pour voter à la primaire socialiste, contre 15 500 cette année. À noter l'absence hier soir des ténors du Parti socialiste à la Fédération. Résultats et réactions dès midi avec Thierry Bézère en plateau qui viendra analyser tout cela. Une action solidaire, Noémie. Une belle action face à la détresse des personnes sans domicile fixe et en cette période de froid, des personnes ont décidé d'ouvrir les portes de leur maison pour accueillir des familles en difficulté. Reportage dans la région toulonnaise où des habitants ont choisi de tendre la main et de prendre le mot solidarité très au sérieux. Alors on parle de foot pour terminer avec Lyon qui s'impose face à Marseille grâce à Valbuena et Lacazette. Bravo. Valbuena, un ancien Marseillais. Alors les Marseillais, justement, ils se sont fait croquer par les Lyonnais 3-1 en clôture de la 21e journée de Ligue 1. L'OL peut donc remercier Mathieu Valbuena, ex-Marseillais et auteur d'un très joli but pour l'ouverture du score. Et puis Alexandre Lacazette qui a inscrit un doublé. Côté OM, c'est Doria qui a réduit l'écart pour les Phocéens à la 67e minute. Rudy Garcia, l'entraîneur des Marseillais, a reconnu la supériorité des Lyonnais. L'OM affiche 7e au classement. Voilà pour l'essentiel de l'information qui sera développée dans le 12-13 par Muriel Jans aujourd'hui. Et ce soir, on se retrouve à 18h58. Merci beaucoup Noémie, belle journée à vous. La conclusion, eh bien, elle appartient à Isabelle Delmas, dont vous étiez le grand témoin de ce magazine. Juste un chiffre pour terminer. Oui, 50% des femmes dans le monde sont victimes sexuelles, 50% des femmes de moins de 16 ans. Voilà. Donc la violence est aussi sexuelle. Oui, et voilà, on reparlera à l'occasion d'une autre émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette matinale. On se retrouve demain matin en direct, bien sûr, 9h50. Nous parlerons des animaux. Vous verrez Monique. Qui est Monique? Eh bien, c'est une poule. Elle fait le tour du monde en bateau. Et puis on parlera des chiens tués pour leur fourrure. Ça, c'est beaucoup moins drôle. Et de la cuisine végane qui sera à l'honneur où tout est cru. À demain, Lustu Cru. Ah les amis, toujours sur la place Jean Jaurès à